Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie, encore une fois, de mon ami et complice Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Salut, André. Alors, ce soir, nos sujets se rapprochent un petit peu. On va être un peu dans des choses qu'on peut collectionner. Toi, ça va être carrément les collectionneurs de guitares, plus précisément. Et moi, je vais parler de livres. Alors, il y a des gens qui collectionnent des livres, mais je ne vais pas de n'importe quel livre. Je vais parler des livres maudits. Les livres maudits, premièrement, de quoi on parle au juste? Parce que de quelle façon un livre peut être maudit? Il peut être maudit parce qu'il est interdit. Il peut être maudit aussi parce que des fois, on prend un exemple, le manuscrit Voynich, qui est attribué à John Dee, un magicien du 16e siècle, et que personne n'est capable de déchiffrer. Alors, ça lui donne une aura mystique, même si on n'a aucune idée de ce dont ça parle, puisqu'on ne peut pas le déchiffrer. Des livres peuvent avoir été maudits aussi, parce qu'à une certaine époque, ils représentaient des idées qu'on ne voulait plus voir et qu'on a détruit, on a voulu détruire. Alors, c'est un peu de ça qu'on va parler, et ça, on aurait tort de penser que c'est juste dans le passé lointain qu'il y avait des livres maudits. Mais quand on parle de livres maudits, les premières choses auxquelles on pense, effectivement, ce sont des livres interdits, sataniques ou des choses comme ça. Des livres de magie, par exemple, ou de sorcellerie, ainsi de suite. On va trouver, par exemple, c'est d'ailleurs encore un phénomène, on parle de collection. On dit qu'en France, de nos jours, France, pays réputé pour être rationaliste, il se vend quelque chose comme 400 000 exemplaires d'ouvrages rituels de magie noire, des choses comme ça. Donc, il y a encore une circulation qui se fait de ces choses-là. Il y a les 6e et 7e livres de Moïse, qui sont des espèces de bréviaires pour la nécromancie, qui ont été imprimés encore dans les années 1950 et qui sont une fumisterie totale, mais ces livres-là devaient contenir des informations qui étaient menaçantes d'un côté, ou si on prenait par exemple comme un livre politique, le Mein Kampf, on pourrait considérer comme un livre maudit peut-être. Tout à fait, aussi, tout à fait. D'ailleurs, on va... mais pour rester... ça, je vais y venir. Pour commencer, on reste dans les livres de magie, ces choses-là. Le plus célèbre, et là, c'est là qu'on joue dans la fiction et la réalité, le plus célèbre des livres maudits, c'est le fameux Necronomicon. Le Necronomicon, qui est une espèce de somme de magie noire, qui aurait été écrit par un arabe, Abdul al-Hazred du Moyen-Âge, qui vivait sous le califat omeyyade, donc en Espagne, vers 700 après Jésus-Christ. Ce livre-là est une fiction, il faut le dire. Il a été inventé par l'auteur Howard Philip Lovecraft, qui est un auteur fantastique des années 20 et 30 et qui est un classique du fantastique, mais qui a tellement réussi sa fiction parce qu'en plus, il y a eu d'autres auteurs dans le même genre et que lui connaissait qui se référençaient à ce même livre. Beaucoup de gens sont venus à croire que ce livre-là existe. On dit que ceux qui le lisent sont devenus fous et il y a toutes sortes de choses de ce genre-là. Qui est relié en peau humaine. Relié en peau humaine. Oui. Ceci étant dit, il y a une inspiration derrière ce livre-là. On peut en trouver dans l'histoire des livres qui ont une réputation un peu sulfureuse de ce genre-là, dont un qui s'appelle le livre de Thoth, qui aurait été écrit en l'an 360 avant Jésus-Christ, et qui a été éventuellement solennellement détruit à Alexandrie, mais qui était identifié... Thoth est un dieu égyptien, mais il était aussi identifié avec Hermès Trismégiste, qui est une incarnation d'un dieu grec, qui est aussi considéré comme le fondateur de l'alchimie. Et il y aurait donc des secrets là-dedans. Et ce livre-là aurait été détruit, mais en fait, on n'est même pas sûr qu'il a réellement existé. Ce livre-là. C'est des récits de troisième main qui nous disent qu'il y avait ce livre-là qui circule. On trouverait, par exemple, dans les descriptions, on trouve nos ancêtres avaient découvert l'art de créer les dieux. Ils fabriquèrent des statues et parce qu'ils ne savaient pas créer des âmes, ils appelèrent les esprits des démons
et des anges et les introduisirent grâce au mystère sacré dans les images des dieux, de sorte que ces statues ont reçu le pouvoir d'exercer le bien et le mal. Donc, on voit qu'on n'est pas si loin de Lovecraft et de ses visions anciennes. Mais il y a un autre livre encore plus proche. Le jour où j'ai trouvé l'existence de cet autre livre-là, j'ai dit, tiens, mais l'inspiration pour Lovecraft, elle est très proche. C'est un livre qui s'appelle le Picatrix, son nom latin. En fait, le nom arabe, Gayat al-Hakim, qui est composé au 10e siècle, en Espagne, par un auteur qui s'appelle Maslama al-Mayriti, donc un arabe d'Espagne qui vivait à l'époque du califat omeyyade. Donc, on est très proche du fameux Al-Hazred. De l'inspiration. Lovecraft. Et qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Ben, c'est un traité de magie qui se réfère à des puissances anciennes et qui a des incantations très complexes pour une raison très simple, c'est que ces incantations, en fait, ce livre-là reproduit des prières qui étaient adressées aux dieux grecs dans l'Antiquité. Les dieux grecs que plus personne n'adore à l'époque ou ne vénère à l'époque où le livre a été écrit, mais qui ont été transformés et sont perçus comme des forces cosmiques qu'on peut invoquer. Et donc, on est très proche du Necronomicon avec ce livre-là. Et ça aussi, c'est un livre qui était à un moment donné introuvable parce que c'était plus ou moins interdit. Donc, ça circulait sur le manteau, les exemplaires. Il n'y a pas d'exemplaire complet même, je pense, qui reste de ce livre-là. Donc, et ça, il faut dire que cette assimilation des dieux grecs à des forces démoniaques, etc., là, on voit l'influence des religions monothéistes. Ça commence avec le fait qu'au Moyen Âge, à la fin de l'Antiquité au Moyen Âge, l'Église a assimilé les dieux de l'Antiquité à des démons. Parce qu'au départ, on dit, bon, Dieu, le Dieu des chrétiens, est le seul vrai Dieu, puis éventuellement les musulmans vont dire la même chose, et le seul vrai Dieu et les autres dieux sont des faux dieux. Sauf que comme dans les temples anciens, il était censé se produire des prodiges, comme on disait des fois, des phénomènes surnaturels, l'Église, et que tout le monde admettait que ces choses-là avaient lieu, il faudrait voir aujourd'hui comment ça se faisait, mais bon, à l'époque, ça semblait être de connaissance commune, l'Église devait expliquer que si ce n'était pas des vrais dieux, comment faisait-il des miracles? Donc, la seule façon, c'est que ces miracles-là étaient le produit de démons. Et donc, et de dire donc que les dieux de l'Antiquité, ben, ce sont des démons et que les gens qui les adorent les démons. Donc, et ça va rester dans la théologie, si on peut dire, catholique. Mais ça va avoir pour conséquence la destruction des temples, éventuellement, anciens, quand le christianisme va triompher. Un bon exemple, ça va être le Sérapéon à Alexandrie, qui est à la fois un temple et une bibliothèque, qui va être complètement détruit en 392 après Jésus-Christ. Et on va aussi brûler les œuvres de philosophes grecs païens, par exemple, en 446 à Rome. L'évêque Porphyre va en faire brûler toute une série. Et on va les détruire comme ça progressivement. Souvent, on attribue le fait qu'une partie de la culture antique a été conservée au fait que les moines chrétiens les reproduisaient. C'est vrai en partie. C'est vrai que oui, certains textes de l'Antiquité ont été reproduits par des moines chrétiens, mais en réalité, le plus grand travail des moines copistes, c'était de reproduire les évangiles, les textes chrétiens, et ça se faisait souvent au moyen du palimpseste. Pour comprendre, un palimpseste, c'est un texte sur lequel qu'on efface pour écrire par-dessus. Et pour comprendre pourquoi, ben c'est très simple. Après, en particulier, la conquête du sud de la Méditerranée et de l'Égypte par les musulmans, le papyrus devient extrêmement difficile à se procurer en Europe. Le papyrus qui était le moins cher des matériaux sur lesquels on écrivait. Alors, on le remplace par le parchemin, qui est fait avec de la peau d'animal. Mais là, ça en prend énormément pour faire un livre. En fait, pour produire un gros bouquin, là, il faut quasiment tuer un troupeau de moutons complet. Donc, ça coûte très cher. Les livres deviennent extrêmement chers. Voilà. Et donc, on ne gaspille pas le parchemin. Alors, les moines, considérant que de toute façon,
les connaissances de l'Antiquité étaient sans valeur et c'était même souvent diabolique, ben on efface, on gratte le dessus du parchemin pour effacer les textes anciens et on écrit par-dessus les évangiles, etc. Donc, en fait, on a détruit beaucoup plus de livres anciens qu'on en a conservés. Wow! C'est là où la récupération puis le recyclage se mélangent avec la cancellation historique, pour dire. Là. Wow. Exactement. Et ça va être... Et là, ça va vraiment entrer dans les mœurs de détruire les bouquins qu'on pense interdits. En 1499, par exemple, à Grenade, en Espagne, l'archevêque Cisneros va jeter aux flammes tous les livres musulmans, parce qu'on vient de conquérir la ville de Grenade, qui est une ville musulmane. Alors, tous les livres musulmans, on les détruit. En 1562, au Yucatan, à Mani, le frère Diego de Landa, lui, va faire brûler tous les livres mayas. C'est détruire donc une partie c'est pour ça qu'on a pris du temps à bien connaître les Mayas. Des fois, ça peut être pour cacher des choses embarrassantes. 1888, à Rio de Janeiro, l'empereur Pedro II fait jeter aux flammes tous les documents qui relatent l'esclavage au Brésil. Qu'il vient d'abolir l'esclavage, mais on ne veut pas que personne revienne avec ça dans des poursuites, alors on efface tout. Le marquis de Sade, qui à un moment donné est très vite devenu un auteur maudit. En fait, durant plus d'un siècle, on ne l'a pas réédité, il était introuvable. C'est seulement au 20e siècle, lui il est mort il a vécu à la fin du 18e, c'est seulement au 20e siècle qu'on a réédité ses œuvres. Baudelaire, le poète Baudelaire, ben lui, on avait interdit les fleurs du mal. Il avait infligé une amende. Ça peut commencer là, la poursuite. Depuis quelques années, il y a un mouvement aux États-Unis des conservateurs américains. Dans les familles, c'est d'aller d'épurer les bibliothèques des écoles pour pas qu'il y ait de livres que leurs enfants devraient voir. Ça va loin. C'est souvent idéologique. Ça va plus loin que ça. C'est même de remplacer les livres par des nouveaux là, qui contiennent une information qui est douteuse à moi. Tout à fait. Et une des cibles préférées des conservateurs américains, le roman La Servante écarlate de Margaret Atwood, parce que généralement, la raison évoquée, c'est une scène de sexe, mais en fait, c'est parce que c'est le message féministe qu'il y a là-dedans au quoi il s'oppose. Il y a des choses un peu plus surprenantes. Une de leurs cibles aussi, Harry Potter. Ah bon? Parce que on a vu au début des années 2000, un groupe de pompiers bénévoles en Pennsylvanie qui avait fait bouder une manifestation sportive parce que l'association qui organisait la manifestation sportive, la YMCA, en fait, association chrétienne, proposait les livres d'Harry Potter aux enfants, et donc on disait que ça faisait l'apologie de la sorcellerie. Donc, Harry Potter est souvent retiré aussi des bibliothèques. On a aussi visé Robin des Bois parce qu'il ne respecte pas la propriété privée, Roméo et Juliette parce que ça ferait la promotion du sexe entre adolescents. Clairement, ils ne l'ont pas lu, là. Parmi les plus récents, on a 2 exemples de livres maudits que je vais mentionner, vraiment plus récents. Premier, Les Versets sataniques, roman écrit par Salman Rushdie, publié en 1988 et qui a gagné plusieurs prix. Et c'est une œuvre qui évoque qui évoque d'ailleurs dans une petite partie du roman, qui est un roman qui est plutôt drôle, en fait, en général. C'est Salman Rushdie est un auteur plein d'humour, mais à un moment donné, on évoque un récit qui est bien connu dans le monde musulman, comme quoi il y aurait eu certains versets du Coran qui auraient été abrogés par le prophète avant la rédaction définitive. Et ça laisse planer que peut-être le prophète s'était trompé ou quelque chose comme ça. Donc, d'où certains les appellent les versets sataniques. Et donc, on mentionne ça un peu dans le bouquin et ça a valu
ça a été vu comme une occasion pour le nouveau régime iranien à l'époque, le régime des ayatollahs, de mobiliser la population et les musulmans en général. Alors, l'ayatollah Khomeini a publié une fatwa, c'est-à-dire un décret qui condamnait à mort Salman Rushdie, disant qu'il y aurait une récompense et que c'était un acte louable de le tuer. Et Salman Rushdie... Et il y a eu des payé tentatives. De sa vie. Il y a été plusieurs tentatives d'assassinat. Et je me souviens d'ailleurs, ici au Canada, à cette année-là, il y avait eu une manifestation à Toronto, dans un stade qui avait été loué, de musulmans qui criaient à mort Salman Rushdie. Et tout le monde se disait, mais c'est illégal de faire des menaces de mort au Canada? Est-ce qu'il va y avoir des poursuites? Et il n'y en a pas eu. Évidemment. Et le gouvernement Mulroney n'a pas fait de poursuite et je me suis toujours dit qu'on avait peut-être franchi une ligne à cette occasion-là. Si c'est la description d'un livre maudit, ça en est vraiment une, celle-là. Ça en est vraiment une. Définitivement. Là. Et puis, il y a un autre, et le plus drôle étant dans l'hypocrisie de la chose, parce qu'en fait, comme je le dis, c'est des choses qui sont très connues et qui ont été discutées par des érudits musulmans depuis très longtemps. Et évidemment, nous autres aussi, au Québec, on a notre livre maudit. Il n'est pas encore interdit, mais comme on ne peut pas prononcer le titre, eh bien, il y a des risques qu'il devienne introuvable, là, parce que si on ne peut pas prononcer le titre d'un livre, ça devient dur de le chercher. Alors, et on ne peut pas l'écrire non plus. On a vu le manuel scolaire être sanctionné parce qu'on avait le titre de livre qui était écrit quelque part là-dedans comme référence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Ben, c'est un livre écrit par Pierre Vallière, à l'époque où Pierre Vallière était un felkiste, membre du FLQ, à l'époque où il avait, la police au Québec avait démantelé un réseau felkiste. Pierre Vallière, accompagné de Charles Gagnon, se réfugiait à New York auprès d'un groupe de militants des Black Panthers. Ça, c'est un aspect intéressant. Oui. Les Black Panthers, c'était le mouvement noir américain. Alors, en 1966, ils vont manifester ensemble. Vallière va se faire arrêter. Ça va lui permettre de constater que dans les prisons américaines, il y a surtout des Noirs. Et c'est là qu'il va avoir des liens avec les Black Panthers. Des liens qu'il va conserver. Entre autres, les chefs des Black Panthers, il y en a un, Stokely Carmichael, va lui écrire des lettres « To our friends of the FLQ », des choses comme ça. Donc, il va garder des très bons... Et lui, il va voir des parallèles à faire entre la situation des Canadiens français à l'époque et la situation des Noirs américains. Ça pouvait se défendre dans le temps. Au début des années 60, les conditions des ouvriers québécois étaient assez proches de celles des Noirs américains. 11 années d'école en moyenne pour les hommes noirs contre 10 pour les Canadiens français. Le salaire moyen des hommes noirs américains, c'était 54 de celui des Blancs. Puis les Canadiens français, leur salaire moyen, c'était 52 de celui des anglophones, bilingues ou unilingues. Donc, on voit là que... Et il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait mentionner. Il y avait des parallèles. Il y a beaucoup de notre génération qui ont d'ailleurs lu le bouquin. C'est ça. Il est probablement dans ta bibliothèque. Et il y a eu il y a été une référence très longtemps. Donc, mais le titre de ce bouquin-là, et là, attention, je vais le dire, peut contenir des représentations culturelles d'époque. Ça s'appelle « Nègre blanc d'Amérique ». Et là, c'est là que le problème commence. Il y a le mot en N. Et il est devenu quasiment impossible de citer ce livre-là. On a vu Radio-Canada vouloir faire des excuses à un noir qui avait entendu des animateurs prononcer le titre du livre 4 fois pendant une émission. Et donc, les animateurs se sont défendus, par exemple. Là. Mais c'est devenu presque impossible. Donc, et à l'époque, il faut dire aussi, où Pierre Vallière écrivait, il y avait le poète martiniquais Aimé Césaire, qui, lui, utilisait le mot en N amplement parce qu'il définissait ce qu'il appelait la négritude et disait que ça n'avait rien à voir avec la couleur de peau. Alors donc, peu importe, on a vu dans les années 2020, il faut dire qu'à l'époque, le livre était controversé, mais à cause de son contenu.
Oui. Alors que maintenant, c'est juste à cause de son titre, finalement. Et dans les années 2020, ben là, on l'a vu réapparaître dans l'actualité québécoise parce que des gens, des professeurs, des journalistes se font reprocher de l'avoir prononcé. On a vu également un manuel scolaire être censuré parce que quelqu'un s'était plaint parce qu'il y avait le titre du livre dans le... Alors, quand on en est rendu à pas pouvoir donner le titre d'un livre, je pense qu'on peut parler de livre maudit. On a vu Régine Laurent, infirmière québécoise d'origine haïtienne, connue pour avoir présidé la commission Laurent sur le racisme, qui elle dit, il importe de respecter les œuvres et, personnellement, elle déplore qu'on ne puisse plus parler aujourd'hui dans les universités du livre de Pierre Vallière. Alors, c'est là-dessus que je vais clore mon sujet sur les livres maudits. Mais tout ce que je peux dire, des fois, ça me rappelle toujours la citation d'Ernest Renan, « Seule la bêtise humaine peut donner une idée de l'infini. » Ça fait songer, ça fait réfléchir. Ici, au Québec, dans notre histoire, à l'époque de la colonie, il y avait un bouquin qui était très recherché qui s'appelait « Le Petit Albert ». Tu as connu aussi, qui, à mon sens, pourrait fitter dans la description parce qu'il était désirable à cause des secrets contenus pour la recherche de trésors, entre autres, et malédictions. Au point que le clergé au Québec a publié sa propre version qu'il a appelée « Le véritable Petit Albert », qui était plus un livre d'économie domestique qu'autre chose. C'est ça. À ce niveau... Alors là, on va parler de collectionneurs. De collectionneurs, oui. Ces derniers temps, je me suis intéressé à l'histoire des cabinets de curiosités qui sont un peu les ancêtres des musées et par, évidemment, le biais de ça, les collections sont apparues. Je me suis interrogé, heureusement, moi, j'ai pas le bug, j'ai pas la piqûre, la bébite de la collection ne m'a pas eu, mais mon père il collectionnait des œuvres d'art. C'était pourquoi il aimait l'art au point de départ, mais c'était un genre de message qu'on essaie de transmettre. La plupart des grands collectionneurs vont être thématiques. Ils vont avoir... là, je vais me concentrer surtout sur les musiciens parce que je parle de guitare électrique parce que c'est des artefacts et des objets qui sont quand même assez récents, mais qui ont pris une énorme valeur. Là, on parle de millions de dollars. Alors, parmi les collectionneurs, ce n'est pas nécessairement des musiciens, mais en majorité, ce sont des guitaristes, évidemment. Kiefer Sutherland, un acteur qui a une des plus grandes collections aussi. James Hetfield, Slash, qui est le guitariste d'un band de rock'n'roll. Joe Perry, Steve Vai, un autre musicien. La plus grosse collection appartiendrait à Joe Bonamassa. Pour les amateurs de blues, de musique, c'est pas mal le plus grand nom à l'heure actuelle. Et il possède aussi cette plus grande collection. Puis là, la liste a pas de fin. Parmi les propriétaires de plus grande valeur, on va retrouver entre autres Bill Gates. Là, on s'aperçoit qu'à certains niveaux, ça devient un investissement. La génération des baby boomers, des générations précédentes, ont été attirés vis-à-vis la guitare électrique parce qu'évidemment, ça représente l'époque de leur jeunesse. Quand on a découvert la musique moderne, l'aventure industrielle de la guitare électrique, c'est une partie énorme de la naissance de la modernité dans la musique. Avant ça, on écoutait beaucoup le classique. Là. On peut penser que les baby boomers étaient la première génération pour qui la guitare électrique allait de soi. Oui. Parce qu'elle avait été inventée un petit peu avant eux, mais c'était probablement pour beaucoup de monde encore perçu un peu comme un gadget. Oui, alors que quand les baby boomers arrivent, ben, elle est là. C'est un instrument qui est disponible. L'apparition de l'électrification en musique, c'est à peu près dans le même temps que le développement de l'automobile, les grandes avancées industrielles. Là, on pourrait parler, il me reste plus grand temps des valeurs de ces collections, mais en fait, là, on peut savoir que c'est des millions de dollars. Puis la raison, pourquoi les gens, c'est qu'il y a toujours une célébrité attachée à ça ou un événement très célèbre comme Woodstock, entre autres. Si on parle d'un des instruments qui appartient d'ailleurs, si je ne me trompe pas, à Bill Gates ou à Joe Bonamassa, c'est la célèbre guitare qui a été utilisée par Jimi Hendrix à Woodstock, entre autres. Elle a survécu à son immolation par le feu. Mais là, l'histoire du rock and roll, l'histoire de la musique populaire,
ça va passer de Elvis Presley puis des premiers utilisateurs. D'ailleurs, un exemple de ça, c'est Buddy Holly. Lors de son passage à l'émission de... comment il s'appelait donc? Ed Sullivan. Ed Sullivan. C'est là d'ailleurs qui était la plateforme de lancement pour les musiciens. Il tenait en main une guitare qui venait d'être inventée. C'est la Fender Stratocaster, qui est maintenant connue. Et puis, cette guitare-là, le lendemain, il y a eu une explosion de demandes pour pouvoir se procurer cet instrument-là. Alors, prenons ça pour tous les musiciens, à partir du début, même les premiers bluesmen, avec leur guitare acoustique, ces premiers instruments-là, Martin, qui, dans les années 30, a donné la forme qu'on connaît à l'heure actuelle pour ces instruments-là. Ces guitares-là sont maintenant dans des musées, dans des collections privées. Il n'y a plus personne qui joue. Si on prend des instruments classiques aussi, les violoncelles qui datent de la Renaissance et puis sont présentement utilisés par les musiciens de haut niveau et leur état est merveilleux de conservation. C'est la même chose aussi pour les guitares. Il y en aurait tellement plus long à dire sur ça, mais évidemment, ça va peut-être être pour une autre émission parce qu'on arrive à la fin, si je ne m'abuse. On a encore quelques minutes. Bon. On a encore une minute. La guitare électrique, c'est ça, c'est vraiment l'instrument, je dirais, symbolique du 20e siècle. Absolument, c'est le plus versatile. C'est celui qui permet au commun des mortels de s'exprimer musicalement, créativement, mais aussi c'est du bricolage, c'est de la technologie. Il y a cet aspect-là aussi qui est très intéressant. D'ailleurs, on va en reparler d'ici peu, probablement dans une autre émission d'Histoire à dormir debout. Là. Oui, parce qu'on tend parfois à opposer l'art et la technologie en oubliant à quel point l'un est dépendant de l'autre. Là, c'est la fusion totale. C'est la fusion de l'élément naturel de la musique, le bois, et puis aussi de la magnétosphère terrestre, parce qu'une guitare électrique, c'est pas un instrument acoustique, c'est vraiment autre chose. On va en reparler. On va en reparler. Alors, en attendant, ça termine notre émission pour cette semaine. Mesdames et messieurs, ici André Pelchat et Charles Degnaud qui vous disent bonsoir et restez à l'écoute de TVCBF et on se revoit dans une semaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.